3 minutes et 30 secondes d'intervention hier. Chemise blanche, veste grise, sans cravate, la mine grave. Patrice Talon a donc pris la parole dans la soirée pour rassurer d'abord ses concitoyennes et concitoyens après un dimanche mouvementé au Bénin. Écoutons un extrait de cette allocution. Je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. Un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Extrait de l'intervention hier soir donc du chef de l'État du Bénin, Patrice Talon. On rejoint tout de suite notre correspondant à Cotonou. Bonjour Jean-Luc Aplogan. Comment se réveille ce matin la capitale économique ? Oui, la nuit a été calme. Cotonou s'est réveillé sous une fine pluie tombée avant 7 heures, comme un matin ordinaire. Les appels à la prière des muezzins ont résonné à l'heure habituelle. Les boulangeries matinales ont ouvert comme d'habitude. À 7h30, fonctionnaires du public et du privé se rendent au travail. Les parents déposent leurs enfants à l'école. Certaines voies donnant sur la route de pêche côté mer restent fermées, comme si les Béninois s'y attendaient. Eh bien, ils empruntent docilement les itinéraires indiqués par la police, mais on nous signale de gros embouteillages côté Kadiaou, par exemple. Forcément, il y a quand même des conséquences en termes d'organisation, mais un retour au calme donc ce matin. Jean-Luc, on l'a appris aussi, et je le disais en titre, 2 hauts gradés de l'armée ont été libérés, le chef d'état-major de l'armée de terre et le patron de la garde nationale qui étaient retenus en otage parce qu'il reste des mutins. Oui, vous l'avez dit, plusieurs sources militaires confirment que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abouissa, et le colonel Gomina Faïzou, chef de la garde nationale, ont été libérés par l'armée béninoise cette nuit vers 2h du matin. Ils se trouvent actuellement dans le nord du pays et devraient rejoindre Cotonou aujourd'hui même. Les mutins les retiennent depuis le déclenchement de la tentative de coup d'État. Dimanche matin, il y a eu donc l'attaque du domicile du chef de l'État, éruption à la télévision publique par les insurgés, annonçant avoir destitué Patrice Talon au nom d'un comité militaire pour la refondation. La riposte s'est poursuivie toute la journée, s'achevant par des frappes aériennes sur les positions des mutins. Peu après 20h, Patrice Talon a déclaré que la situation était totalement maîtrisée. Et on l'a entendu, oui. Merci Jean-Luc Aplogan. Ces frappes aériennes dont vous parliez, qui ont été menées par l'armée nigériane. Le président du Nigeria a confirmé dans la soirée également cette intervention militaire. Donc 2 avions nigérians qui ont mené des frappes. Intervention dans le cadre de la CEDEAO et à la demande du Bénin, dit Abuja. Écoutez les explications à ce sujet de notre correspondant Moïse Gomis. L'intervention militaire du Nigeria au Bénin s'inscrit donc dans le cadre du protocole démocratie et bonne gouvernance de la CEDEAO. Dans son communiqué, le président Bola Ahmed Tinubu a rappelé que tout a été fait à la demande officielle du Bénin. C'est ainsi que des avions de combat nigérians ont pu prendre le contrôle de l'espace aérien du pays avant d'assurer la surveillance, puis de mener des missions d'intervention rapide. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Olufemi Oluyede, a confirmé que toutes les demandes avaient été exécutées et surtout que les forces terrestres nigérianes étaient désormais présentes au Bénin pour soutenir les opérations de sécurité. Ces opérations se déroulent sous commandement béninois. Le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO est donc effectif désormais au Bénin. Dans les heures et jours à venir, des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone devraient se joindre aux troupes loyalistes béninoises et aux soldats nigérians, avec un mandat précis, protéger les institutions constitutionnelles du Bénin et contenir les groupes armés. Moïse Gomis, Abuja, RFI. Un mot des réactions à l'international. Déjà, le secrétaire général de l'ONU se dit profondément préoccupé. L'Union africaine condamne fermement et sans équivoque cette tentative de coup d'État dans la classe politique béninoise. La majorité présidentielle salue l'action des forces de défense et de sécurité. La tentative de putsch est jugée inadmissible par l'opposant modéré Paul Onkpé. Condamnation également de la conférence épiscopale du Bénin qui fait part de sa... On en parle tout de suite.
Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Andréane, bonjour à tous. C'est évidemment à la une de la presse africaine ce matin, la tentative de coup d'État au Bénin. Oui, le Bénin a-t-il connu hier le coup d'État le plus court du monde, s'interroge Jeune Afrique. Eh bien, peut-être bien, car une poignée d'heures seulement après que des militaires, casques vissés sur la tête et fusils d'assaut en bandoulière sont apparus sur les écrans de la télévision nationale pour annoncer la destitution du président Patrice Talon, les autorités béninoises ont indiqué avoir repris le contrôle de la situation. Notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême, a reconnu hier soir le chef de l'État. Les reporters du site d'information Banuto ont sillonné les rues de Cotonou en fin de journée. Malgré quelques contrôles de sécurité constatés, les barrages de police et de l'armée et la présence visible de blindés à certains points stratégique. La majorité des quartiers traversés conservent une atmosphère calme, constatait-il alors. Aucun mouvement de panique, aucune agitation inhabituelle. La vie continue, simplement rythmée par les mesures sécuritaires renforcées d'un après-midi marqué par une tentative de déstabilisation déjouée. Plus de peur que de mal donc. Oui, tentative de coup d'État au Bénin, 13 personnes arrêtées. Le gouvernement réagit et rassure, titre la Nouvelle Tribune à Cotonou. Selon des sources proches du gouvernement, 13 personnes en effet ont été arrêtées, précise le journal, dont 12 parmi celles qui ont pris d'assaut dans la matinée la chaîne nationale Bénin TV, ainsi qu'un ancien militaire radié des effectifs. On ne sait pas si le meneur des mutins, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, figurait parmi les personnes arrêtées. Les autorités légales sont rapidement intervenues pour expliquer, rassurer. Oui, le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, puis le président Talon, mais aussi, pointe encore la Nouvelle Tribune, nombre de personnalités politiques et religieuses, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngbeji, ou encore l'archevêque de Cotonou. Commentaire du quotidien béninois, ces différentes réactions traduisent une même volonté, empêcher toute remise en cause de l'ordre républicain et consolider la cohésion nationale. Si l'épisode a ravivé les inquiétudes, il a aussi montré une convergence d'appels à la responsabilité, à la vigilance et au respect des règles démocratique. À noter, relève Le Monde Afrique, la réaction rapide de la CEDEAO. La CEDEAO qui a annoncé dans la soirée avoir ordonné le déploiement immédiat d'éléments de sa force en attente au Bénin, des éléments provenant du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Objectif, préserver l'ordre constitutionnel. Cette intervention décidée en quelques heures, relève encore Le Monde Afrique, est la première de l'organisation régionale depuis 2017 en Gambie. En 2023, les États membres de l'organisation avaient menacé les putschistes au Niger de les déloger par les armes, mais divisés, ils avaient finalement renoncé à intervenir. Alors pourquoi ce coup de force ? D'après le Point Afrique, les mutins nourrissaient des griefs politiques contre le pouvoir en place, dénonçant une gouvernance qu'ils jugent excluante. Pour sa part, Jeune Afrique note que la courte prise de parole du lieutenant-colonel Tigri a fortement résonné avec la rhétorique utilisée pour justifier les coups d'État menés par les militaires au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Lui aussi, en effet, a pointé la dégradation de la situation sécuritaire dans son pays, ainsi que la promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. Signe de cette proximité idéologique, plusieurs activistes proches de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ont publié dès hier matin des messages célébrant cette tentative de putsch. En effet, renchérit le Djeli en Guinée, ce putsch manqué semble surtout calqué sur les dynamiques observées dans la sous-région, notamment au Burkina Faso et au Niger. Mais les putschistes ont ignoré un élément essentiel, relève le site guinéen. Depuis 1990, le Bénin fait partie des rares nations de la sous-région à avoir assuré des transition pacifique à travers des scrutins relativement consensuels. On ne renverse pas un tel acquis avec une mise en scène improvisée. Il était illusoire d'espérer rallier l'armée autour d'un communiqué standardisé, copié-collé des discours entendus dans d'autres pays de la région. Enfin, conclut le Djeli, il était temps que cette sombre spirale se heurte à un mur et que la CEDEAO y ait contribué n'est pas la moindre des satisfactions. Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine et la situation au Bénin, bien sûr à la une de notre onglet Afrique sur le www.rfi.fr. Ces événements donc qui ont secoué le pays hier, un putsch déjoué par les autorités avec l'aide du Nigeria voisin qui a mené des frappes aériennes contre le camp militaire de Cotonou où s'étaient retranchés les militaires en question. Alors comment expliquer ce qu'il s'est passé donc à Cotonou au Bénin? Analyse tout de suite de notre grand invité Afrique, le fondateur et directeur exécutif du Cercle de réflexion ouest-africain Wati. Gilles Yabi est notre invité avec Christophe Babouvier. Gilles Yabi, bonjour. Bonjour. Je salue le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux, a dit Patrice Talon hier soir. Est-ce que de fait les mutins sont tombés sur un état-major qui est resté loyal au président de la République ?
Oui, à l'évidence, c'est un groupe de mutins qui ne semble pas avoir reçu de soutien d'une partie significative des forces armées béninoises. Et à partir de ce moment-là, on ne peut que saluer le fait qu'effectivement les forces armées soient restées loyales et aient contribué à faire échouer cette tentative qui reste assez mystérieuse. D'où ces images hier soir à la télévision béninoise, le chef de l'État aux côtés du chef de la garde républicaine, pour bien montrer que cette unité stratégique était restée à ses côtés. Oui, tout à fait. Je pense qu'il s'agissait pour le président Patrice Talon déjà de montrer qu'il était sain et sauf, de montrer qu'il était aux commandes et de montrer effectivement le soutien de la hiérarchie militaire béninoise dans cette épreuve à nouveau qui est sans doute sans précédent. Est-ce que le rejet de la candidature du principal parti d'opposition à la présidentielle d'avril prochain est une source de mécontentement dans la population dont les mutins ont peut-être essayé de profiter ? Alors que ces problèmes de gouvernance politique existent, je crois que factuellement, on peut tout à fait répondre positivement. Mais le fait qu'il y ait bien sûr ces reproches qui puissent être faits, cela ne veut pas dire évidemment qu'il y a un nombre significatif de Béninois qui seraient prêts à adhérer à une aventure militaire. C'est un pays, le Bénin, qui a connu, un peu comme le Nigeria d'ailleurs voisin, des années d'instabilité avec des régimes militaires et ce souvenir reste tout à fait présent. Je crois que ce que la plupart des Béninois souhaitent, c'est la stabilité politique, mais aussi l'état de droit et peut-être le retour effectivement à une gouvernance qui soit beaucoup plus basée sur des règles qui soient définies collectivement. Alors c'est hier en fin d'après-midi que des frappes à l'arme lourde ont visé le camp de la périphérie de Cotonou où s'étaient retranchés les mutins et quelques heures plus tard, l'armée de l'air du Nigeria a déclaré à l'agence France-Presse qu'elle était intervenue dans ces combats. Est-ce à dire que le président Talon a bénéficié du soutien de son voisin, le président Tinubu ? Oui, sans doute, parce qu'on a vu aussi très rapidement un premier communiqué de la CEDEAO qui, au fond, active la force en attente. Et donc, cela pourrait être une manière de donner une légitimité et une légalité à l'action de l'armée nigériane en soutien aux forces armées béninoises. Et on a appris, en effet, hier soir, que le président en exercice de la CEDEAO ordonnait le déploiement immédiat d'éléments de la force en attente de la CEDEAO au Bénin. N'est-ce pas le signe, depuis hier soir, que la CEDEAO n'est pas morte ? Oui, bien sûr qu'elle n'est pas morte. De toute façon, elle ne l'était pas avant les événements au Bénin. Elle ne l'est toujours pas. Bien sûr, elle est affaiblie, c'est une réalité. Mais j'ai souvent coutume à dire que ce n'est pas la CEDEAO en réalité aujourd'hui qui est en crise. C'est l'Afrique de l'Ouest qui est en crise. Il n'y a pas d'organisation régionale qui existe en dehors des États membres, y compris des États membres les plus importants qui auraient dû être les forces motrices de l'organisation et qui ont cessé de l'être au cours des dernières années parce que ces forces motrices étaient elles-mêmes confrontées à des problèmes internes. Est-ce que cette annonce d'hier soir, cette force en attente qui est déployée au Bénin par le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, ce n'est pas un fait nouveau qui montre que ces 4 pays s'unissent pour essayer de mettre un terme à la grave crise que traverse l'Afrique de l'Ouest ? En tout cas, c'est un signe qui est important. Après, je pense qu'il y a une question de capacité, de disponibilité. C'est pas parce que ce sont ces 4 pays, dans le cas de cette crise au Bénin, qui se mobilisent et sont mobilisés par la CEDEAO, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont ces 4 pays qui veulent restaurer une forme de crédibilité au niveau de l'action régionale. Et je crois que beaucoup aujourd'hui se rendent compte de l'importance de préserver le cadre de cette intégration. Et je pense que ce qui est important, c'est que les populations elles-mêmes aujourd'hui, ouest-africaines, se rendent compte, elles doivent participer à l'effort de restauration de la crédibilité de la CEDEAO. Gilles Yabi, je vous remercie. Gilles Yabi du Cercle de réflexion ouest-africain Wati, grand invité Afrique d'RFI. Il répondait à Christophe Boisbouvier. Vos réactions à ces événements au Bénin attendus tout à l'heure dans Appel sur l'actualité. Namouri Dosso et toute l'équipe à votre écoute en ligne au 33 9 693 693 70 ou bien dans le groupe WhatsApp de l'émission. Rendez-vous 9h10 heure de Paris et de Cotonou. Maman, on vous retrouve comme chaque jour et aujourd'hui vous nous parlez de la multiplication des coups d'État au Gondwana qui a des conséquences inattendues.
Oui, la très démocratique République est ce pays où la démocratie est comme une nappe blanche de restaurant. Dès qu'il y a une petite tache dessus, on veut la changer et toujours par un coup d'État. Du coup, les Gondwanais sont fatigués parce que les coups d'État tombent comme la pluie dans la forêt gondwanaise. Ça n'en finit jamais. Mais le vrai problème des militaires, c'est de trouver un nom pour leur nouveau régime. Et pas n'importe quel nom. Il faut un nom qui claque, qui fasse viril, Rambo Terminator. Un nom dont les initiales donnent un sigle qui va marquer. Bah oui, parce qu'un putsch sans sigle, c'est comme un Kedjenou sans piment. Ça n'a pas de saveur et surtout, ça ne fait pas très sérieux. C'est pour ça qu'il est temps ici de donner quelques techniques au service de renseignement du Gondwana pour repérer les militaires qui sont en train de préparer un coup d'État. Ils se réunissent généralement très souvent aux messes des officiers ou dans la chambre de l'un d'eux. Ils disent jouer au Scrabble, mais en vérité, ils se réunissent pour faire un brainstorming afin de trouver un nom pour leur nouveau régime si le putsch est réussi. Ils sont là, les colonels, les sergents-chefs, réunis autour d'une table, café soluble à la main. Bon, les gars, il nous faut trouver un acronyme qui claque. Je propose Conseil militaire suprême, CMS. Ah non, ça a déjà été utilisé il y a longtemps, ça. Et Conseil militaire pour la patrie, CMP, déjà pris. Pour la refondation, CMR, déjà pris. CNSP, déjà pris aussi. Et VMS, bon, on dirait une maladie. Et Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public. Ouh là là, c'est trop long, ça. Comment ça se dit en sigle? HCMRNSOP. Trop compliqué, le temps de le dire, il y a déjà eu un autre coup d'État. Autre chose, il faut un nom original. Le peuple attend un sigle qui inspire confiance, qui rassure après la gabégie et l'incurie du régime déchu. Mais il faut aussi que ce sigle fasse peur au peuple pour qu'il se tienne tranquille. Traditionnellement, on reste dans le régime patriotique. Comité militaire pour l'assainissement, CMA. Là, on sent qu'on va nettoyer, pas les rues, non, l'opposition. Front uni pour la refondation totale, FURT. On dirait une lessive, mais ça marche. Le problème, c'est qu'à force de coups d'État, les sigles commencent à manquer. On a déjà épuisé toutes les combinaisons possibles avec conseil, comité, sauvegarde, refondation, patrie, nation. Ce qui fait que les putschistes se retrouvent à inventer des trucs improbables. CRF, comité stratégique pour la refondation du futur. On dirait une start-up. Comité révolutionnaire pour l'ordre et la quiétude. En sigle, CROQ, ça se prononce croc, comme une marque de biscuits, c'est pas sérieux. Ligue pour l'ordre et la légalité, ça va pas, ça donne lol, tout le monde va se moquer. Et le Gondwanais lambda, lui, il s'y perd. Chaque matin, il se réveille en se demandant qui est au pouvoir, consonne ou voyelle. À demain. Merci beaucoup Maman et à demain. RFI à suivre le journal international de Jeanne Bartoli. Le déposit pays ouest-africain, plus ou moins épargné par les convulsions politico-militaires de la sous-région, a connu quelques heures d'agitation peu communes. Des militaires ont pris la télévision nationale et proclamé la fin de l'ère Patrice Talon. Mais l'ordre républicain a tenu bon. L'armée loyaliste a fait fuir les putschistes. Ce matin, les autorités affirment maîtriser la situation. Le président Talon est apparu hier soir et parle d'une forfaiture qui ne restera pas impunie. Mais ce qui s'est passé hier au Bénin interroge. Les faits sont clairs, mais quelles en sont les causes ? Instabilité sécuritaire au nord, frustration sociale, jeu de pouvoir autour de la transition de 2026 ou peut-être la réforme constitutionnelle qui sème une certaine discorde. Le Bénin va-t-il se laisser entraîner dans le courant des putschs régionaux ou restera-t-il debout? Chers auditeurs et auditrices, vous avez la parole, exprimez-vous, le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Donnez-nous votre point de vue sur ce putsch avorté au Bénin hier. Je lirai également les nombreuses réactions que vous nous avez adressées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. On débute donc à Cotonou avec Bernardin. Bonjour Bernardin. Bonjour Namori. Bernardin, pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu et entendu hier matin? Ah oui, mais c'était très chaud. Je me suis réveillé le matin, je me suis apprêté pour aller au sport dès dimanche. Et pendant que je partais, un de mes cousins appelle mon épouse pour lui dire, dites à mon cousin que de ne pas sortir qu'il y a des coups de feu en ville. Bon, j'ai attendu, finalement, le signal de l'ORTB a été coupé, le signal de RFI a été coupé, et j'ai décidé de ne rien changer à mes habitudes, donc je suis parti faire mon sport, et d'habitude, quand je finis le sport, je fais un peu de moto, j'aime rouler à vive allure, donc j'ai pris ma moto pour sillonner la ville, et pour voir s'il se passait vraiment quelque chose. C'est vrai, il y avait beaucoup de barrières, et puis finalement, j'ai pris la nouvelle voie qu'ils appellent la route des pêches, et c'est sur cette voie-là que j'ai croisé une colonne de blindés, je crois 2 blindés et un pick-up.
Et je voyais distinctement que leur canon crachait du feu en l'air. Il y avait un hélicoptère aussi qui tournoyait. Et je me suis rendu compte que en fait, j'étais proche de la base de la garde présidentielle qui est à la périphérie de Cotonou. Donc, je suis rentré dans les rues adjacentes, mais à un niveau, j'ai quitté la voie pavée, qui était la voie principale. J'étais à plus de 60 mètres de cette voie-là. Et les coups de feu ont éclaté. Ça a duré environ 45 minutes. Hein. Ça éclate sporadiquement, 2-3 minutes. Ça reprend jusqu'à 12h30. Ça a été vraiment chaud. Alors, c'est ce que moi, j'ai vécu ça. Alors Bernardin, après tous les événements qui ont ponctué la journée à Cotonou hier, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, notamment après les déclarations du président Patrice Talon, qui est réapparu sur les écrans de télé hier soir et qui a dit que tout était sous contrôle et que ces actes ne resteraient pas impunis? Non. Moi, je remercie d'abord le Nigeria, la CEDEAO pour leur appui. Je condamne le coup d'État. Il n'y a pas de raison de faire un coup d'État dans un pays qui se veut démocratique. Maintenant, par rapport aux déclarations du président de la République, je dis non. Moi, je voudrais rappeler que c'est une tentative de coup d'État échouée en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans une spirale de violence. Donc, il faut ramener la balle à terre, saisir la balle au bon et voir ce que les politiques reprochent. Peut-être que ça exprime l'opinion d'une certaine frange de la population. Revenir sur la révision de la Constitution intervenue dernièrement, nous avons les élections en janvier, alors que le pouvoir s'est en mai, ça doit se transmettre. On peut repousser les élections en mars et corriger tout ce qui a été mal fait, et revenir à la raison, voir si on peut libérer des détenus politiques. Il y a des griefs, c'est sûr, c'est ce que les politiques ont exprimé, mais on doit saisir tout ça là pour en faire un problème, une question de discussion, de dialogue. Le président, il n'y a pas de triomphalisme à avoir, de mon point de vue. Merci Bernardin pour ce témoignage. Je rappelle, Bernardin, vous soulignez tout à l'heure, vous avez remercié la CEDEAO ou encore le Nigeria. Je rappelle que le Bénin a reçu l'aide du Nigeria voisin pour mettre en déroute les putschistes hier. Abuja a reconnu avoir mené des frappes aériennes sur des cibles à Cotonou sur demande du Bénin. Quant à la CEDEAO, de son côté, annonce un déploiement immédiat de troupes régionales pour soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin et préserver l'ordre constitutionnel. Merci Bernardin. Restez avec nous si vous avez encore quelques minutes. Bernardin, je vous présente Élisée, qui nous appelle également de Cotonou. Soyez le bienvenu, Élisée. Bonjour Namori. Alors, vous avez sans doute entendu Bernardin précédemment. Comment est-ce que vous avez accueilli ce coup de force raté de la part de ces militaires et leur revendication à la télé nationale hier matin? Avec stupéfaction, j'avais un rendez-vous dans la matinée, je m'étais apprêté, je sortais quand j'ai remarqué des barrières, des chicanes le long des voies. Ça m'a interpellé. Je consulte les réseaux sociaux rapidement et là, je remarque qu'il y a un mouvement d'humeur. Je rentre alors chez moi, je garde la voiture et j'allume la télé. Et sur la chaîne nationale, déjà les militaires étaient déjà sur le plateau, annonçaient le mouvement, le coup d'État. J'étais vraiment surpris. Moi, je suis un produit de la démocratie. Depuis 1990, le Bénin a opté pour la démocratie. La dernière fois où on a assisté à un putsch comme ça remonte à 1972. Donc, ça a été... J'étais vraiment étonné et je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est bien après, dans leurs revendications, que j'ai pu noter un peu ce à quoi et ce qui les motivait. Mais cela est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre cela. Rien ne peut justifier l'acte qui a été posé hier. Et dans la foulée, il y a eu beaucoup d'échanges de tirs dans la ville de Cotonou. Ce n'était pas du tout la joie. C'est la première fois que nous assistons à de pareilles choses dans la ville de Cotonou. Alors, Élisée, il y a eu pas mal de revendications de la part de ces militaires hier. Est-ce que vous comprenez leurs griefs? Est-ce que vous acceptez d'une certaine manière qu'ils aient agi de cette manière? Il y a une crise sociale sur le plan politique, oui. Leurs revendications, c'est des choses connues de tous les Béninois. Et nous comprenons cela, mais de là à prendre les armes et à se pointer et à prendre d'assaut les institutions de la République jusqu'au point d'aller à la chaîne nationale pour annoncer la destitution d'un président de la République. Un président de la République, ça c'est, nous l'avons élu.
il est là par élection, mais qu'on prenne des âmes pour se pointer et annoncer qu'on est un président de la République, je trouve ça trop facile. C'est de l'opportunisme pur et rien ne saurait justifier cela. Et fort heureusement, nous avons eu l'aide du Nigeria et on a pu mettre fin à ce soubresaut. Heureusement pour le Bénin, et Cotonou est calme depuis ce matin. Nous sommes vraiment rassurés. Et je voudrais vraiment interpeller les autorités à prendre en compte... En quelques mots, Élisée. Oui, ce que les militaires sont en train de revendiquer, qu'on puisse essayer de trouver une solution à ces petits problèmes-là. C'est des choses que nous connaissons au Bénin. Nous savons tout ce qui se passe. Il faut vraiment trouver une solution pour que plus jamais que cela n'arrive dans notre histoire. Merci Élisée d'avoir témoigné ce matin dans le débat d'appel sur l'actualité. Élisée, je vous présente Maurice qui nous appelle de Pobé dans le sud-est du Bénin. Maurice, soyez le bienvenu. Bonjour Namori, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Alors Maurice, on parlait des revendications des militaires hier, notamment sur les ondes de la télévision nationale. Les militaires ont également évoqué une dégradation de leurs conditions de vie. Selon vous, Maurice, leurs plaintes vous paraissent-elles légitimes? Bien entendu, M. Namori, la plainte est très légitime. Tout le monde sait qu'actuellement, la situation géopolitique en Afrique de l'Ouest fait que toutes les conditions de vie des militaires, c'est très difficile. Ça, c'est vrai. Cependant, ça ne justifie pas l'acte qu'ils ont posé. Aucun justificatif ne pourrait être... Sont-ils allés beaucoup trop loin, selon vous? Je dirais même que c'est la plus grande bêtise humaine qu'ils ont eu à faire. Ils sont allés beaucoup trop loin. Point besoin de faire cette revendication aux yeux et à la face du monde entier. Point besoin. La Grande Muette est la Grande Muette et devrait rester la Grande Muette. Ils ont des généraux, ils ont le haut commandement à qui ils peuvent se plaindre. Et puis, l'État verra en fonction de ses moyens comment faire pour y remédier. Mais point besoin de faire un putsch, point besoin de faire un coup d'État. Et d'ailleurs, je profite de cette antenne pour dire félicitations, bravo à toute l'armée béninoise qui est restée républicaine, ainsi qu'au soutien de la CEDEAO. Alors justement, Maurice, vous parlez de la CEDEAO. D'aucuns sur cette antenne ont souvent expliqué que la CEDEAO n'avait pas grande utilité, même que la CEDEAO était morte. Pensez-vous, après son action hier, que la CEDEAO a toute sa place à jouer dans l'actualité politique et militaire sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest? La CEDEAO a tiré les conséquences de son inaction. La CEDEAO a tiré les leçons de son immobilisme et a décidé cette fois-ci d'enrayer la spirale. Et c'est la preuve que nos dirigeants, nos instruments communautaires fonctionnent. Eh bien, Maurice, merci de nous avoir appelés et d'avoir témoigné après ce putsch raté hier matin au Bénin. Je vous lis cette réaction recueillie sur le Facebook et le WhatsApp de l'émission. Elle nous parvient de Maurice, qui nous écrit de Abomey-Calavi. Le Bénin est un pays sérieux qui a à sa tête des dirigeants sérieux, désireux de porter haut le drapeau national. Les institutions béninoises sont fortes et elles veillent au grain. Aucune tentative de déstabilisation ne sera tolérée. Nous accueillons à présent Narcisse qui nous appelle de Paou, c'est à 25 km de Cotonou. Bonjour Narcisse. Bonjour. Alors, vous nous avez écrit, vous nous avez contacté pour nous dire que vous n'avez pas été surpris par cette tentative de putsch avorté hier au Bénin, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de nos auditeurs. Expliquez-nous pourquoi. Voilà, moi je ne suis pas surpris tout simplement parce qu'il y avait des signes annonciateurs. Les signes annonciateurs, c'est quoi? Je fais allusion aux récentes réformes constitutionnelles qui ont eu lieu dans les conditions que tout le monde Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas tout à fait suivi l'actualité politique au Bénin, rappelons qu'en novembre dernier, les députés ont voté une modification de la Constitution qui crée notamment un Sénat et qui allonge la durée du mandat des députés et du président de 5 à 7 ans. Voilà, tout à fait. Donc, il ne faut pas changer les règles du jeu en cours du jeu, surtout en fin de mandat. Et ça se passe dans beaucoup de pays africains. Alors Narcisse, vous dites qu'il ne faut pas changer les règles du jeu, mais cette modification constitutionnelle prendra effet lors de la prochaine élection, lors des prochaines élections. Donc on ne change pas tout à fait les règles du jeu en cours de jeu. Justement, Lamori, c'est là que le problème se pose. Pourquoi attendre à 2 mois, 3 mois à peine des échéances électorales avant de
toucher à la Constitution. La réforme constitutionnelle doit impliquer un large consensus. Il devrait avoir un large consensus. Même le peuple n'a eu droit à aucune explication avant l'intervention de cette révision. Et puis au-delà de ça, il y avait d'autres choses. Les lois créées tous azimuts pour éliminer les candidats aux différentes échéances électorales, ça pourrait frustrer d'aucuns. Tout le monde ne peut pas l'accepter dans un État démocratique. Donc pour vous, Narcisse, la réelle motivation des militaires qui ont tenté de renverser le pouvoir hier, c'est la situation politique et non la situation sécuritaire, notamment dans le nord du pays. Oui, tout ensemble, hein, parce que ils ont mis l'accent quand même sur ce point très important. La récente réforme de novembre dernier, ils ont mis l'accent là-dessus dans leur communiqué. Est-ce que vous voyez? Alors moi, j'en profite, je profite du débat pour interpeller la CEDEAO. Pour interpeller la CEDEAO et l'ensemble de la communauté internationale sur les dérives que nous connaissons en fin de mandat souvent de nos dirigeants. Et souvent, la CEDEAO ne dit rien quand ça se passe. Alors, Narcisse, vous parlez de dérives, ce sont des propos qui vous engagent. Néanmoins, même s'il y avait des dérives, est-ce d'une certaine manière un moyen de justifier ce qui s'est passé hier avec des militaires qui tentent de prendre le pouvoir par la force? La Maurice Dossou, les militaires, moi, je ne les soutiens pas dans leurs manœuvres. Et autant les militaires n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, autant les dirigeants doivent revoir leur copie en Afrique. Mais il y a des processus pour ça, il y a des espaces de dialogue, il y a sans doute des moyens de porter des griefs, notamment devant les tribunaux, devant les personnes qui s'occupent de faire respecter la loi dans le pays. Est-ce que c'est vraiment le rôle des militaires d'agir de cette manière? Justement, ils n'ont aucun rôle d'agir de cette manière, mais chacun a sa manière de réagir. Moi, je serai militaire, si j'ai un conseil à donner aux militaires, c'est de dialoguer, c'est tout. Pas de prendre les armes. Eh bien, Narcisse, merci de nous avoir appelé, de nous avoir, d'une certaine manière, partagé votre point de vue au sujet de ce putsch raté hier au Bénin. On retourne à Cotonou, où l'on retrouve Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de dimanche et surtout, quel constat en faites-vous ce lundi matin? Bon, hier était une journée vraiment horrible au Bénin. Nous n'avons jamais vécu de pareilles choses dans notre pays. C'est la toute première fois, moi je dirais, après la conférence de 90. Je n'ai pas du tout digéré, aucun Béninois n'a pas aimé ce qui s'est passé, mais il faudrait que nous rentrions en nous et que nous percions l'abcès. Si je me rappelle de ces propos, ça peut amener les gens à se comporter d'une manière ou d'une autre. Ces propos sont ceux-ci. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Quand un chef d'État se permet le luxe de dire de pareilles choses, ça peut faire révolter des gens. J'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit à celui qui m'a précédé qu'il y a des instances où on peut se plaindre. Nous n'avons aucune instance au Bénin où on peut aller se plaindre aujourd'hui. Vous êtes sûr de ça, Fabrice? Il n'existe pas des tribunaux, des voies de recours? On dit que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Cette phrase-là, ça dit déjà tout. Alors Fabrice, oui. Pour revenir, parce que le temps file, pour revenir sur ce qu'ont dit les militaires hier à la télévision nationale, est-ce que leurs revendications, leurs griefs, c'est des choses que vous entendez au sein de l'opinion publique au Bénin? En fait, c'est des choses qui ont été toujours revendiquées par la population. Les dernières réformes, on en a parlé. J'étais aussi intervenu sur votre émission, où chaque fois, on vote des lois nuitamment et déjà le lendemain, on promulgue. La CEDEAO était où quand ça se passait? On s'est plaint à la CEDEAO. Quelle a été sa réaction? La CEDEAO, pour moi, n'est pas une instance qui puisse venir régler quelque chose chez nous au Bénin. La seule solution aujourd'hui, et c'est un conseil que je donne à mon cher président, le président Talon, il n'a qu'à convoquer une assise nationale et sursoir aux élections qui viennent pour que le peuple
puisse s'exprimer, que lui-même puisse nous dire qu'est-ce qu'il veut concrètement. Mais Fabrice, il y a des élections législatives et présidentielles qui sont prévues. C'est peut-être le meilleur moyen pour les Béninois de s'exprimer. Vous ne trouvez pas, non? Non, c'est pas possible. Avec cette tension, on doit aller aux assises nationales. Bon. Ce qui s'est passé hier, ça pouvait être le pire. Mais Dieu, les membres de nos ancêtres nous ont évité de ce truc-là. Eh bien, le président lui-même doit comprendre. Fabrice, je vais être obligé de couper court à votre intervention, mais merci de nous avoir fait parvenir votre point de vue de Cotonou au Bénin. Nous allons retrouver enfin Josué, qui nous appelle de Moundou, dans le sud du Tchad. Bonjour Josué. Bonjour Namouri et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors, vous êtes donc au Tchad, Josué. Comment est-ce que vous avez perçu ce qui s'est passé hier matin au Bénin? Là, je dis bon courage à tous mes amis béninois. Moi, je dis ce qui s'est passé au Bénin, c'est le coup d'État le plus débile de l'Afrique. Parce que, Namouri, je reviens du Bénin et quand je vois ce pays, c'est un pays stable, c'est un pays en chantier et ce peuple a besoin de la stabilité. Le Bénin est cité parmi les pays démocratiques en Afrique. Et aujourd'hui, ces militaires, ils viennent pour faire un coup d'État. Moi, je pense qu'il n'y a pas une raison valable derrière leur action. Ces militaires, ils sont venus pour mettre un pays, tout un pays à pied. Moi, je pense que c'est le coup d'État le plus débile et ils n'ont aucune raison ne justifie ce coup d'État, cette tentative de coup d'État. Et malheureusement, et heureusement, pour moi, en tant qu'Africain, que j'aime vraiment la démocratie, que cette tentative est déjouée. Donc, c'est une bonne chose. Donc, rien ne justifie cette tentative de coup d'État au Bénin, Namouri. Eh bien, Josué, merci d'être intervenu dans le débat d'appel sur l'actualité, nous avoir donné votre point de vue depuis le Tchad au sujet de ce putsch avorté hier matin au Bénin. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Échanges. 3 minutes et 30 secondes d'intervention hier. Chemise blanche, veste grise, sans cravate, la mine grave, Patrice Talon.